Chapitre 15. Madame Dashwood et deux de ses filles, l'aînée et la cadette, partirent après déjeuner pour leur visite projetée au parc. Maria s'excusa d'en être sous quelques légers prétextes d'occupation. Sa mère présuma que Willoughby avait à lui parler et lui avait promis de venir pendant leur absence. Elle le trouva très naturel, au point où ils en étaient, et ne fit nulle objection. « Ai-je deviné, dit Madame Dashwood à Elinor en riant, lorsqu'à leur retour, environ sur les 3 heures, elles trouvèrent en effet le carricle du jeune homme devant la porte de la chaumière avec son domestique. Elle se hâta d'entrer avec gaieté et croyait aussi trouver les jeunes amoureux bien contents. Mais à peine eut-elle ouvert la porte du passage qui conduisait au petit salon, qu'à sa surprise, elle en vit sortir Maria qui paraissait dans une grande affliction. Son mouchoir couvrait ses yeux et on entendait des sanglots. Sans faire aucune attention à sa mère et à ses sœurs, elle traversa rapidement l'allée et monta l'escalier. Surprises et alarmées, elles entrèrent dans la chambre qu'elles venaient de quitter, dans laquelle elles trouvèrent Willoughby assis près du feu, la tête appuyée contre le chambranle de la cheminée, et leur tournant le dos. Il se leva quand il les entendit entrer, et sa contenance abattue et ses yeux aussi pleins de larmes témoignèrent assez qu'il partageait fortement l'affliction de Maria. « Qu'est-ce qu'a ma fille ?» dit vivement Madame Dashwood en entrant. « Lui serait-il arrivé quelque accident ?»« J'espère que non, madame, » dit Willoughby en essayant de sourire. « C'est moi plutôt qui dois m'attendre à être malade, car j'éprouve la plus cruelle contrariété. »« Vous, monsieur ? Quoi donc ?»« Oui, madame, cruelle en vérité. Je ne puis avoir l'honneur de dîner avec vous. Madame Smith use du pouvoir des riches sur un pauvre diable de cousin. Elle m'envoie à Londres pour une affaire pressée. J'ai reçu mes dépêches et pris congé d'Altenham. Et je suis venue, madame, m'excuser auprès de vous et vous faire mes adieux. »« À Londres ? Vous allez à Londres ce matin ?»« Dans ce moment. »« C'est précisément comme le colonel Brandon, dit Emma. Mais au moins, monsieur Willoughby ne fait pas manquer une partie de plaisir en allant à Londres. »« C'est moi qui perds tout le mien, reprit-il en soupirant, tout mon bonheur. »« Pour peu de temps, j'espère, dit madame Dashwood. Mais peu, c'est quelquefois beaucoup. Faites bien vite les affaires de madame Smith et revenez plus vite encore auprès de vos amis. Quand peut-on espérer vous revoir ?» Il rougit et répondit avec embarras. « Vous êtes trop bonne, madame, mais je n'ai aucun espoir. Je ne crois pas revenir en Devonshire cette année. L'année prochaine, peut-être. Je ne fais à madame Smith qu'une visite dans l'année. »« Est-ce que madame Smith est votre seule amie ?» dit madame Dashwood avec un sourire mêlé de reproche et d'amitié. « Est-ce qu'Altenham est la seule maison en Devonshire où vous soyez sûr d'être bien reçu ? Est-ce chez moi, cher Willoughby, que vous attendrez une invitation ?» Sa rougeur augmenta, des larmes remplirent de nouveau ses yeux, et la tête baissée sans regarder madame Dashwood, il lui dit seulement « Vous êtes trop bonne. » Madame Dashwood, surprise, regarda Elinor et vit dans ses yeux qu'elle ne l'était pas moins. Pour quelques moments, tout le monde garda le silence. Madame Dashwood le rompit la première. « Je vous répète encore, mon jeune ami, lui dit-elle, qu'en tout temps, vous serez le bienvenu à la chaumière de Barton. Je ne vous presse plus d'y revenir immédiatement. C'est à vous seul de juger de ce qui peut plaire ou déplaire à madame Smith. Sur ce point, je ne veux plus douter de votre jugement que de votre inclination. Dites-moi seulement que nous nous reverrons le plus tôt que vous le pourrez. » « Mes engagements sont pour le moment si nombreux, madame, et d'une telle nature, que je n'ose me flatter, je ne puis dire. » Il s'arrêta, et tout témoignait de son embarras et sa confusion. Madame Dashwood était trop étonnée pour pouvoir parler. Un autre silence suivit. Il fut cette fois rompu par Willoughby, qui dit avec une gaieté forcée « Allons, il faut partir. Il faut s'arracher de cette chère chaumière. C'est une folie de prolonger son tourment en restant plus longtemps dans des lieux qu'on regrette et avec une société dont on ne peut plus jouir. Adieu. » Il fit un salut de la main, sortit promptement. Elles le virent de la fenêtre monter lestement dans son carricle, et dans une minute, il fut hors de vue. Madame Dashwood ne put prononcer que ce seul mot, « Ma pauvre Maria !» et sortit aussi, en faisant signe de la main à ses deux filles de ne pas le suivre. L'inquiétude d'Elinor était égale au moins à celle de sa mère, et peut-être même plus profonde. Tous ses doutes sur les sentiments, ou plutôt sur les intentions de Willoughby,
revinrent à la fois dans son esprit. Cet inconcevable départ, ses adieux, bien plus inconcevables encore, son embarras, son affection de gaieté, la manière marquée dont il avait repoussé l'invitation amicale de sa mère, toute sa conduite en un mot, si différente de la veille et de lui-même, la confondait d'étonnement. Ne sachant que penser, elle eut l'idée que quelques querelles d'amants avaient eu lieu entre sa sœur et lui. La tristesse avec laquelle Maria avait quitté la chambre avant son départ, et le laissant seul, pouvait autoriser l'idée d'une brouillerie. Mais d'un autre côté, quand elle se rappelait avec quelle passion Maria l'aimait, adoptait à l'instant toutes ses idées, ne voyait, ne pensait que d'après lui, une querelle lui semblait presque impossible. Mais enfin, quel que fût le motif et les particularités de leur séparation, l'affliction de sa sœur était indubitable. Et elle pensait avec la plus tendre compassion au violent chagrin auquel Maria se livrait par sentiment, et qu'elle regardait même comme un devoir. Elle aurait voulu tout de suite aller auprès d'elle pour essayer de l'adoucir. Mais sa mère y était sans doute, et y réussirait mieux encore. Leurs âmes étaient tout à fait à l'unisson. Elle attendit son retour avec impatience. Elle ne revint qu'au bout d'une demi-heure, et quoique ses yeux fussent rouges, sa physionomie était plus sereine. « Vous avez vu Maria, maman ?» lui dit Elinor. « Comment est-elle ?»« Je ne l'ai pas vue. Elle est enfermée dans sa chambre, elle pleure, et m'a conjuré de la laisser seule quelque temps. Pauvre enfant. Ses larmes sont bien naturelles. Laissons passer ce premier moment sans la tourmenter d'inutiles consolations. » Elinor ne répondit rien. Elle aurait voulu que les larmes de sa sœur se fussent séchées sur le sein de sa mère, qu'elle eût ouvert sa porte. Elles prirent leurs ouvrages et s'assirent en silence. Emma sortit pour prendre ses leçons par l'ordre de sa mère. « Notre cher Willoughby est déjà à quelques milles de Barton, dit madame Dashwood, après quelques minutes. Et Dieu sait, Elinor, comme il voyage tristement. » Elinor étouffait. Elle avait besoin qu'un mot de sa mère l'encourageât à ouvrir son cœur. « Tout cela est bien étrange, répondit-elle. S'en aller si subitement. Ce départ a l'air d'un mauvais songe. Aujourd'hui, à quelques milles de nous, et hier il était là, à cette place, si heureux, si gai, si affectionné, comme s'il devait y passer sa vie. Et actuellement, il part sans projet de retour, sans savoir s'il nous reverra, et il nous quitte d'une manière si singulière, avec un embarras si marqué. Il faut qu'il soit arrivé depuis hier quelque chose qu'il n'a pas voulu dire. Il n'était plus le franc, le tendre Willoughby d'hier. Vous avez sûrement senti cette différence tout comme moi, maman. Peut-être se sont-ils querellés ? Sur quoi ? Je ne puis le concevoir. Ni cependant expliquer autrement son peu d'empressement d'accepter votre invitation. Ce n'est pas l'inclination qui lui manquait, Elinor. Je l'ai vu bien clairement. Il ne dépendait pas de lui de l'accepter. Au premier moment, je trouvais toutes ces manières aussi singulières que vous les trouvez vous-même. Mais je viens d'y réfléchir avec calme et je peux vous assurer que je le comprends à merveille et que je puis tout expliquer. Vous le pouvez, maman ? Oui, ma fille. Je me suis tout expliqué à moi-même de la manière la plus satisfaisante. Mais vous, Elinor, qui doutez toujours de l'amour, vous ne serez pas satisfaite. Je vous prie cependant de ne pas me dire un mot contre ma confiance en Willoughby. Elle est entière et complète. Je suis donc persuadée que madame Smith, qu'il a un si grand intérêt à ménager, soupçonne son attachement pour Maria et le désapprouve. Peut-être parce qu'elle a d'autres vues sur lui. Elle a donc désiré de l'éloigner. Et elle a inventé quelque affaire pressée pour lui faire quitter le voisinage de Barton. Voilà, je crois, ce qui est arrivé. Il n'a sans doute pas encore osé lui avouer ses engagements avec Maria, et il est obligé, bien à contre-cœur, de lui obéir pour le moment et de quitter quelque temps le Devonshire. Vous me direz, je le sais, que cela peut être ou ne pas être, mais je ne veux écouter aucun doute, à moins que vous ne puissiez m'expliquer la chose d'une manière aussi satisfaisante. À présent, Elinor, qu'avez-vous à dire ? Rien, ma mère. Vous aviez prévu ma réponse. Ce que vous croyez peut être vrai, peut être faux, nous n'en savons rien. Mais lequel des deux que ce soit, mes inquiétudes sont les mêmes. Fille insensible, dit madame Dashwood avec un peu de dépit. Vous voulez croire le mal plutôt que le bien. Vous préférez voir Willoughby coupable et votre sœur à jamais malheureuse plutôt que d'admettre ce qui peut le justifier. Il a pris congé de nous, dites-vous, avec moins d'affection qu'à l'ordinaire ?
N'accordez-vous donc rien au chagrin qui l'oppressait ? Le pauvre garçon ne savait ce qu'il disait, ni ce qu'il nous entendait dire seulement. À mes yeux, la singularité de sa conduite dans cet instant est plutôt une preuve de son amour et de sa sincérité. De son amour peut-être, dit Elinor. Je connais peu les effets de l'amour, mais de sa sincérité ? Ah, ma mère, ne pensez-vous pas qu'un entier aveu de son amour, des difficultés qui se présentaient pour le moment, et de ses intentions de les surmonter, nous l'aurait encore mieux prouvé ? Sans doute il est des cas où le secret est nécessaire, mais encore, je ne puis m'empêcher d'être surprise que lui, Willoughby, en ait été capable. Peut-être en effet est-il obligé de cacher ses engagements avec ma sœur, si du moins ils sont engagés, à Madame Smith, mais je ne vois aucune raison pour nous les cacher à nous. Pour les cacher, Elinor ? Ai-je bien entendu ? Est-ce bien vous qui reprochez de la dissimulation à Willoughby et à Maria, quand chaque jour, chaque instant, vos regards leur reprochaient de n'en avoir pas assez ? Je ne manque pas de preuves de leur amour, maman, mais bien de leurs engagements. Je suis aussi sûre de l'un que de l'autre. Alors je me tais, je suis contente, mais pardon, j'ai cru que ni l'un ni l'autre ne vous en avait parlé. Ni l'un ni l'autre, il est vrai. Mais qu'ai-je besoin de paroles quand les actions parlent si ouvertement ? Est-ce que toute la conduite de Willoughby avec Maria et avec nous toutes n'a pas prouvé positivement qu'il l'aimait et la considérait comme sa future compagne, et nous, comme ses parentes de cœur et de choix ? N'a-t-il pas demandé tous les jours mon consentement par ses regards, ses attentions, son tendre respect ? Ne le lui ai-je pas donné tacitement, en souffrant ses assiduités auprès de ma fille ? Oh, mon Elinor, comment pouvez-vous douter qu'ils ne soient solennellement engagés l'un à l'autre par des promesses positives ? Comment pouvez-vous supposer que Willoughby, persuadé de l'amour de votre sœur comme il doit l'être, pourrait la quitter, et pour longtemps peut-être, sans s'assurer de la retrouver un jour pour la vie ? Pourquoi penserions-nous mal d'un homme que nous avons tant de motifs d'aimer, quoique nous ne le connaissions pas depuis longtemps ? Il n'est pas étranger ici. Et qui nous a dit un seul mot à son désavantage ? Vous voyez comme il est aimé de mon cousin Sir George, qui s'intéresse assez à nous pour nous avoir avertis s'il y avait quelque chose à dire contre lui. Au contraire, ne cherche-t-il pas toujours dans ses parties à le rapprocher de Maria ? Non, non, je n'ai aucun doute, aucune crainte. Il reviendra, j'en suis convaincue. En attendant, Elinor, je vous prie de ne pas déchirer davantage le cœur de votre pauvre sœur en ayant l'air de douter de lui. La pauvre enfant aura bien assez de peine à supporter son absence. Je me tairai avec elle, maman, et je désire de tout mon cœur de m'être trompée. J'aime Willoughby, et un soupçon sur son intégrité ne peut pas vous être plus pénible qu'à moi. S'il nous écrit, si une correspondance s'établit entre lui et ma sœur, je n'aurai plus aucun doute. Vraiment ? Vous m'accordez cela ? Quand vous les verrez devant l'autel, vous vous douterez alors qu'ils vont se marier. Elles furent interrompues par l'entrée d'Emma. Elinor put réfléchir sur leur entretien. Elle voulait aller tâcher d'être admise auprès de sa sœur, mais Madame Dashwood l'en empêcha. Il fallait, disait-elle, laisser au moins cette matinée à son affliction, après quoi l'espoir de l'avenir la calmerait. Elles ne la virent donc qu'au moment du dîner. Maria entra dans la chambre à manger sans dire une parole. Ses yeux étaient rouges et humides. Elle semblait retenir ses larmes avec difficulté. Elle évitait les regards et ne pouvait ni parler ni manger. Après quelques moments, sa mère lui pressa tendrement la main. Maria voulut lever les yeux sur elle, mais ils se tournèrent sur la place que Willoughby aurait occupée. Son faible courage l'abandonna. Elle fondit en larmes et quitta la chambre. Elle rentra un quart d'heure après, mais l'oppression de son cœur continua de même toute la soirée. Elle était sans pouvoir sur elle-même, parce qu'elle ne voulait même pas commander à son affliction. La plus légère mention de ce qui pouvait avoir quelque rapport avec Willoughby la décomposait entièrement, et quoique sa mère et ses sœurs eussent la plus grande attention de ne rien lui dire qui pût renouveler sa douleur, il aurait fallu ne pas parler du tout pour l'éviter. Elle avait tellement identifié sa vie, ses pensées, ses actions avec Willoughby, qu'on ne pouvait parler de rien qui n'y eût quelque rapport. Chapitre 16. Maria se serait trouvée impardonnable si elle eût été capable de fermer l'œil la première nuit après le départ de Willoughby. Elle aurait été honteuse le matin de se présenter à sa famille avec un teint reposé,
et n'ayant pas autant besoin de repos qu'avant de se mettre au lit. Mais il n'y avait point de danger qu'elle eût le tort de dormir dans cette circonstance. Elle ne ferma pas l'œil de toute la nuit, et en passa une grande partie dans les larmes. Elle se leva avec un grand mal de tête, toujours incapable de parler, ne prenant de nourriture que ce qu'il fallait pour ne pas mourir de faim, donnant par là beaucoup de chagrin à sa mère et à ses sœurs, et rejetant toute leur consolation. Maria sans doute était très sensible, mais n'avait pas l'ombre de raison. Quand elle avait fini de déjeuner ou de voir déjeuner, elle allait se promener seule, errait dans le village d'Eltenham ou sur la colline où elle avait rencontré Willoughby, se nourrissait des souvenirs de son bonheur passé et pleurait amèrement sur son malheur actuel. Voilà quel était le principal emploi de ses matinées, et les soirées se passaient à peu près de même, à rêver, appuyée sur sa main, ou ses regards attachés sur la colline. Quelquefois, elle allait à son piano et jouait tous les airs que Willoughby aimait, où leurs voix avaient été si souvent réunies. Elle suivait chaque ligne de musique qu'il avait écrite pour elle, jusqu'à ce que son cœur fût près de se rompre. Elle passait ainsi tous les jours des heures entières devant son piano, chantant et pleurant alternativement, sa voix souvent totalement arrêtée par ses sanglots. Dans ses lectures aussi bien que dans sa musique, elle ne cherchait que ce qui pouvait nourrir son chagrin et ses regrets. Elle ne lisait rien que ce qu'ils avaient lu ensemble, et le moindre passage relatif à sa situation renouvelait et augmentait sa douleur. Une telle violence d'affliction ne pouvait pas, il est vrai, durer toujours au même point. Au bout de quelques jours, sans s'affaiblir, elle se calma et devint une profonde mélancolie. Mais ses occupations, ses promenades solitaires, ses méditations furent les mêmes et produisaient encore des effusions de larmes. Aucune lettre de Willoughby n'arriva, et Maria ne paraissait point en attendre. Sa mère était surprise et Elinor inquiète, mais Madame Dashwood trouvait toujours des explications pour tout ce qui pouvait accuser Willoughby d'indifférence. « Rappelez-vous, Elinor, dit-elle, combien souvent Sir George va prendre lui-même nos lettres à la poste et nous les apporte. Willoughby, devant qui il nous les a souvent remises, le sait très bien. Nous avons supposé, vous et moi, que les secrets étaient peut-être nécessaires, et peut-il y en avoir dans leur correspondance, si elle passe par les mains de Sir George, qui connaît sans doute l'écriture de son jeune ami. » Elinor en convint, et tâcha d'y trouver un motif suffisant pour expliquer son silence. Mais il y avait un moyen si simple, si naturel de savoir exactement le fond de cette affaire, et s'ils étaient engagés ensemble ou non, qu'elle ne put s'empêcher de le suggérer à sa mère. « Pourquoi, maman, lui dit-elle, ne le demandez-vous pas à Maria ? De la part d'une mère si tendre, si indulgente, cette question ne peut pas l'offenser. Elle est le résultat naturel de votre affection pour Maria. Elle est par caractère franche, candide, disposée à la confiance, et surtout avec vous particulièrement. » « C'est précisément pour cela que je ne voudrais pour rien au monde, répondit Madame Dashwood, lui faire une telle question. Supposons qu'il soit possible, ce que je ne crois pas, qu'il ne soit pas engagé, et qu'elle ait des doutes sur lui. Combien cela n'ajouterait-il pas à sa douleur d'être forcée d'en convenir ? Je ne mériterais pas sa confiance, si je voulais l'obliger à confesser ce qu'elle voudrait peut-être qui fût ignoré de tout le monde. Je connais le cœur de Maria, je sais combien elle m'aime, et que je serai la première à savoir ce qui la touche quand elle pourra me le dire. Ou elle n'a aucun doute sur la constance de Willoughby, alors je dois être tranquille. Ou elle en a, et il serait affreux pour elle de me le dire. Je ne tenterai jamais de forcer la confiance de personne, et moins encore celle de mon enfant, à qui le devoir fait une loi de ne pas me la refuser, lors même qu'elle le voudrait. Elinor trouvait que cette générosité était poussée trop loin avec une fille aussi jeune, et qui avait un tel besoin de guide et de conseil. Elle le dit à sa mère, mais ce fut en vain. Le sens commun, la prudence, la raison, tout cédait le pas chez Madame Dashwood à une délicatesse romanesque et à son faible pour Maria. Il se passa bien des jours avant que le nom même de Willoughby fût prononcé devant Maria par quelqu'un de sa famille. Sir George et Madame Jennings n'étaient pas aussi discrets, et la firent souffrir doublement plus d'une fois par leur sarcasme et sur sa tristesse. Mais un jour, Madame Dashwood prit par hasard un volume de Shakespeare et s'écria sans y penser. « Oh, c'est Hamlet ! Que nous n'avions pas fini. Notre cher Willoughby avait commencé à nous le lire. J'attendais son retour pour l'acheter, mais comme il se passera peut-être des mois avant qu'il revienne. »« Des mois !» s'écria Maria avec l'accent de la terreur. « Le ciel m'en préserve. Non, non, des semaines tout au plus. » Madame Dashwood fut fâchée de ce qui lui était échappé.
Elinor, au contraire, en fut charmée. La réponse de Maria montrait une confiance entière en Willoughby et une connaissance de ses intentions. Un matin, environ 12 ou 15 jours après son départ, Elinor obtint de Maria de se promener avec elle comme elle faisait précédemment, avant que le chagrin lui fît préférer de se promener seule. Elle évitait avec soin la compagnie de ses sœurs. Si elles allaient sur les collines, elle s'échappait dans la plaine, et grimpait bien vite les collines lorsqu'elle les voyait descendre. Il était donc très difficile de la trouver. Mais Elinor, qui blâmait ce goût de solitude, fit si bien que Maria n'osa pas l'éviter. Elles se promenèrent au travers de la vallée, appuyées amicalement l'une sur l'autre, mais se parlant peu. Maria aimait mieux rester à ses pensées, et Elinor, contente d'avoir obtenu qu'elle l'accompagnât, ne voulait rien exiger de plus. Elles arrivèrent insensiblement à l'entrée de la vallée, où la contrée était plus ouverte et présentait une vue plus étendue. Elles s'arrêtèrent à la contempler, leur promenade ne les ayant point encore conduites à cette place. Au-devant d'elles se dessinait au loin la route de Londres, qui par ses sinuosités faisait un effet agréable dans le paysage. Elles en firent la remarque ensemble, Elinor avec admiration, Maria avec un redoublement de tristesse. C'était celle que Willoughby avait traversée et qui conduisait à Londres. Au milieu des objets de cette scène, elles en découvrirent un qui paraissait animé. Peu d'instants après, elles distinguèrent un homme à cheval, suivi d'un domestique, qui s'avançait de leur côté. Elles le virent ensuite plus distinctement, mais sans pouvoir cependant le reconnaître. Les yeux de Maria étaient attachés sur lui, et sur chacun de ses traits. On voyait son émotion qui s'augmentait à mesure que le cavalier approchait. Enfin, levant ses mains jointes au ciel, elle s'écria tout à coup, avec ravissement. « C'est lui! C'est bien lui, je le reconnais! Qui serait-ce que mon Willoughby ?» Et, quittant le bras de sa sœur, elle courut à sa rencontre. Elinor la suivit plus doucement en lui criant « Arrêtez, Maria! Que faites-vous? Vous vous trompez, ce n'est point Willoughby. Ce cavalier n'est pas aussi grand, il n'a pas du tout sa tournure. » « C'est lui, c'est bien lui, » disait Maria en courant. « J'en suis sûre. C'est la couleur de ses cheveux, c'est son habit, c'est son cheval. Ah, je le savais bien qu'il ne tarderait pas à revenir. » Elle doubla le pas. Elinor, convaincue que ce n'était pas Willoughby, effrayée de voir sa sœur courir ainsi au-devant d'un étranger, marcha plus vite aussi pour la joindre et l'arrêter. Elles furent bientôt à 30 pas du gentilhomme à cheval. Maria s'arrête enfin, regarde encore, se sent près de défaillir, en voyant alors clairement qu'elle s'est trompée, que ce n'est pas son ami. Et, se retournant brusquement, elle court en arrière aussi vite qu'elle est venue. Elinor, au contraire, s'arrête, en conjurant Maria de le faire aussi. Une autre voix, presque aussi bien connue que celle de Willoughby, le lui demande aussi. Elle se retourne avec surprise et voit tout près d'elle Edward Ferrars. C'était la seule personne au monde à qui, dans ce moment, elle put pardonner de n'être pas Willoughby. Le seul qui put obtenir une parole d'elle. Aussi, s'efforça-t-elle de sourire en lui souhaitant la bienvenue, et le bonheur de sa sœur lui fit oublier un instant son désappointement. Il descendit de son cheval, qu'il remit à son domestique, et revint avec les 2 sœurs à Barton-Chaumière, où il venait leur faire une visite. Elles lui témoignèrent leur plaisir de le revoir, principalement Maria, qui mit plus de chaleur dans sa réception qu'Elinor. La conduite de cette dernière dans un moment aussi intéressant que le retour de celui qu'elle aimait aurait étrangement surpris Maria, si elle n'avait pas été une continuation de son inconcevable froideur quand elle l'avait quitté à Norland. Edward l'étonnait plus encore. Elle savait comment Elinor était prudente et réservée, mais un homme, un amoureux aussi glacé, lui paraissait un être contre nature. Elle ne pouvait en revenir, et vraiment, sans être aussi vive, aussi sensible que Maria, on pouvait en être surpris. Passé le premier instant, où il avait témoigné un peu d'émotion en les retrouvant, rien dans sa manière n'annonçait ses sentiments pour Elinor. Il ne la distinguait par aucune marque d'affection. À peine paraissait-il sensible au plaisir de la revoir. À peine ses regards se portaient-ils sur elle. Il était plutôt triste que content. Il ne parlait que lorsqu'il était obligé de répondre à leurs questions. Maria l'examinait avec une surprise qui s'augmentait à chaque instant. Il était cependant à peu près tel qu'il avait toujours été. Mais Willoughby avait tout fait oublier à Maria. Elle pensait que tous les amoureux devaient être comme lui.
L'extrême contraste de la conduite d'Édouard la révolta, et ne daignant plus s'occuper de lui, elle retomba dans le cours habituel de ses pensées. Après un court silence qui succéda à la surprise et aux premières questions, Maria demanda à Edward s'il venait directement de Londres. « Non, répondit-il avec un peu de confusion. Il y a environ 15 jours que je suis en Devonshire. En Devonshire, 15 jours, répéta Maria surprise comme on peut le penser, qu'il eût été 15 jours dans le voisinage d'Elinor sans chercher à la voir. Il répondit avec un air très peiné qu'il avait passé ce temps-là près de Plymouth avec quelques amis. « Avez-vous été dernièrement à Norland ?» demanda Elinor. « Il y a environ un mois. Votre frère et ma sœur étaient fort bien. »« Et ce cher Norland, dit Maria, comment est-il à présent? Bien beau, n'est-ce pas ?»« Je suppose, dit Elinor, que votre cher Norland est comme il l'est toujours à la fin de l'automne, les bois et les sentiers couverts de feuilles mortes. »« Oh !» s'écria Maria. « Avec quelle ravissante sensation je voyais tomber ces feuilles! Quel délice, quand je me promenais, de les voir tourbillonner autour de moi, emportés par le vent ou entraînés dans le ruisseau. Quel sentiment de douce mélancolie m'inspiraient ces arbres défeuillés, cet air sombre d'automne, ces feuilles jaunes et flétries qui résonnaient sous mes pas. Actuellement, personne ne les admire, personne ne les regarde, on les dédaigne et on se hâte de les ôter. Tout le monde, dit Elinor, n'a pas la même passion que vous pour les feuilles mortes. Non, il est vrai. Mes sentiments sont rarement partagés et compris. Mais quelquefois ils l'ont été, dit-elle, avec un profond soupir. Il suffit d'un seul être qui sente comme moi. Elle se tut et tomba pour quelques instants dans une profonde rêverie. Elle en sortit tout à coup, et reprenant toute sa vivacité, « Arrêtez-vous, Edward, dit-elle. Regardez et restez calme si vous le pouvez. Voilà la vallée de Barton. Plus loin, la délicieuse vallée d'Aldenham. Regardez ces collines, ce mouvement de terrain. Avez-vous jamais rien vu qui soit égal à ceci? À gauche, c'est le parc de Barton, au milieu de ses bois et de ses plantations. Et là, derrière cette colline qui s'élève et se dessine avec tant de grâce, est notre chaumière. C'est une belle contrée, dit tranquillement Edward. Mais ces fonds doivent être bien boueux en hiver. Grand Dieu! Comment pouvez-vous penser à la boue avec de tels objets sous vos yeux? C'est, dit-il en souriant, parce que je vois au milieu de ces objets un chemin étroit et impraticable. Quel étrange homme vous êtes, dit-elle avec un mouvement d'indignation. Avez-vous, reprit-il, un agréable voisinage? Les Middleton sont-ils aimables? Rien moins que cela, dit Maria. Et à cet égard, nous ne pouvons pas être plus mal placés. Maria, s'écria Elinor, comment pouvez-vous parler ainsi? C'est une famille très respectable, monsieur Ferrars, qui se conduit avec nous de la manière la plus amicale. Avez-vous donc oublié, Maria, combien de jours agréables nous leur devons? Non, dit Maria à voix basse, ni combien de pénibles moments. Elinor n'eut pas l'air de l'entendre et dirigea toute son attention sur leur amie, tâchant de cacher son trouble intérieur en soutenant la conversation sur tous les objets qui se présentaient à son esprit. Sa froideur, sa réserve, la mortifiaient intérieurement au moins autant que Maria. Elle était blessée, presque en colère, mais résolue de régler sa conduite avec lui, plutôt sur le passé que sur le présent. Pour ne pas troubler le plaisir que cette visite ferait à sa mère, elle évita avec soin de montrer aucune apparence de chagrin ou de ressentiment, et le traita amicalement, comme elle pensait qu'il devait l'être, vu leur relation de famille. Chapitre 17. Madame Dashwood ne fut pas du tout surprise en voyant entrer Edward. Dans son opinion, rien n'était plus naturel que sa visite à Barton. Elle était bien plus qu'il n'y fût pas encore venu. Aussi le reçut-elle avec de telles expressions de joie et d'amitié que sa réserve et sa froideur ne purent tenir contre un tel accueil. Elles avaient déjà diminué avant d'entrer dans la maison. La manière toute naturelle d'Elinor l'avait un peu ranimée. Celle de Madame Dashwood, si bonne, si amicale, le mit entièrement à son aise. Elle était si parfaitement aimable qu'un homme ne pouvait être amoureux de l'une de ses filles sans l'être aussi de la mère. Et il n'eut pas causé une demi-heure avec elle qu'Elinor eut la satisfaction de le voir aussi bien à son gré qu'elle l'avait toujours vu. Son affection pour toute la famille se réveilla en entier, ainsi que son tendre intérêt pour leur bonheur. Il n'était pas gai cependant.
Un poids semblait peser sur son cœur. Il fit l'éloge de leur habitation, il admira la vue, il fut attentif, bon, aimable. Mais il avait un fond de tristesse qu'elles remarquèrent toutes. Madame Dashwood l'attribua à quelque manque de libéralité de sa mère et s'indigna intérieurement contre les parents avares. « Quelles sont à présent les vues de Madame Ferrars sur vous, Edward ?» lui dit-elle, lorsqu'après dîner ils causaient autour du feu. « Devez-vous être encore un grand orateur en dépit de vous-même ?»« Non, madame. Ma mère est à présent convaincue que je n'ai pas plus de talent que d'inclination pour la politique. »« Mais comment donc deviendrez-vous célèbre ? Car il faut absolument qu'on parle de vous dans le monde pour satisfaire votre famille. Et mon cher Edward, il faut vous rendre justice. N'ayant aucun goût de dépense, aucun désir d'obtenir une place, aucune envie de briller et de faire parade de votre savoir, cela vous sera difficile. » « Vous dites très vrai, madame. Je n'ai, comme vous le dites, aucun désir d'être distinguée, et j'ai toutes les raisons possibles d'espérer que je ne le serai jamais. Grâce au ciel, on ne peut pas m'obliger d'avoir du génie et de l'éloquence. Vous en auriez autant, et plus que beaucoup de gens qui s'en vantent, si vous vouliez vous mettre en avant, mais vous n'avez point d'ambition, et tous vos désirs sont modérés. Comme ceux de tout le monde, madame. Je désire autant que qui que ce soit d'être parfaitement heureux, mais je veux l'être à ma manière, et chacun, je crois, en dit autant. Ni la richesse, ni les grandeurs ne peuvent faire mon bonheur. Je le crois bien, dit Maria. Qu'est-ce que la richesse et les grandeurs ont à démêler avec le bonheur? Les grandeurs, fort peu, dit Elinor, mais l'argent beaucoup plus. Elinor, est-ce bien vous qui dites cela? S'écria Maria. L'argent ne peut donner le bonheur qu'à ceux qui n'ont pas d'autre moyen d'être heureux. Tout ce qui est au-dessus du nécessaire est inutile et ne peut donner aucune satisfaction réelle. Peut-être, dit en souriant Elinor, nous arriverons au même point. Votre nécessaire et ma richesse seront, je crois, à peu près semblables. Voyons, à combien fixez-vous votre nécessaire? À 1800 ou 2000 pièces de revenus, pas plus que cela. Elinor rit. 2000 pièces de revenus? Je me croirais trop riche avec 1000. Et cependant, 2000 sont un revenu très borné, dit Maria. Une famille de gens comme il faut ne peut pas s'entretenir à moins. Je suis sûre qu'il n'y a nulle extravagance dans ma demande. Ce qu'il faut de domestique, une voiture, un carrick, un train de chasse, n'exige pas moins. Elinor sourit encore, en la voyant décrire d'avance sa vie de haute combe. Un train de chasse, dit Edward. Au nom du ciel, pourquoi voulez-vous en avoir un? Êtes-vous devenue la Diane de ces bois? Maria rougit. Non, je ne chasse pas, mais... Ah, j'attends. Le possesseur de vos 2000 guinées peut être un chasseur. Je voudrais, dit Emma, qu'une bonne fée nous rendît toutes bien riches. Et moi aussi, s'écria Maria, avec ses yeux brillants de plaisir, en pensant avec qui elle partagerait ses richesses. J'accepte aussi le don de la fée, dit Elinor, avec les mêmes pensées secrètes. Ah, que nous serions heureuses, dit la petite Emma en frappant les mains de joie. Mais je ne sais pas à quoi j'emploierai mon argent. Pour moi, dit la bonne maman, je ne sais ce que je ferais d'une grande fortune, si mes enfants étaient toutes riches sans mon secours. Votre cœur, maman, dit Elinor, trouverait assez d'enfants pour qui vous seriez la bonne fée. Et puis, les embellissements de notre chaumière. Moi, dit Édouard, je vous vois, mesdames, établies dans une des plus belles places de Londres. Ah, quel heureux jour pour les libraires, les magasins de musique, de gravure. Vous, Miss Elinor, vous vous feriez d'abord un cabinet des plus beaux tableaux. Pour Maria, il n'y aurait pas assez de bonne musique à Londres. Elle ferait arriver toute celle d'Italie, ses livres et les fameux poètes. Elle achèterait les éditions entières pour qu'elles ne tombassent pas entre des mains indignes. Pardon, Maria, je n'ai pas, comme vous le voyez, oublié nos anciennes disputes. J'aime tout ce qui me rappelle le passé, Edward, lui dit-elle, que ce soit gai ou mélancolique. Vous ne m'offenserez jamais en me le rappelant. Vous avez raison d'ailleurs en supposant que j'achèterais beaucoup de livres de musique, mais ma fortune cependant ne serait pas tout employée à cet usage, je vous assure. Vous en donneriez une partie, je parie, à l'auteur qui prendrait la défense de votre maxime favorite et qui prouverait qu'on ne peut qu'aimer qu'une fois en la vie, car votre opinion n'est pas changée, je suppose. Moins que jamais. À mon âge, les opinions sont fixées.
Maria, dit Elinor, est ferme dans ses principes. Comme vous le voyez, elle n'a pas du tout changé. Seulement, dit Édouard, je la trouve un peu plus grave. Je puis vous faire le même reproche, dit-elle. Vous n'êtes pas trop gai vous-même. Pourquoi pensez-vous cela ? Répondit-il en étouffant un soupir. La gaieté n'a jamais fait partie de mon caractère. Ni de celui de Maria, dit Elinor. Elle sent très vivement et s'exprime de même. Quand un sujet l'anime, elle en parle avec feu, mais le plus souvent, elle n'est pas réellement disposée à la gaieté. Je crois que vous avez raison, dit Edward. Cependant, elle passera toujours pour une jeune personne très vive et très animée. On se trompe bien souvent, reprit Elinor, en jugeant le caractère ou l'esprit de ceux que l'on ne voit que dans le monde. On est quelquefois entraîné, ou par ce qu'on dit soi-même, ou par ce qu'on entend dire aux autres. Maria est très franche et se laisse aller à dire tout ce qui lui passe dans la tête sans se donner le temps de réfléchir. C'est là notre querelle habituelle. Quelquefois, avec un cœur excellent, elle dit des choses qui feraient douter de sa bonté, et moi qui sais comme elle est bonne dans le fond, je n'aime pas la voir mal jugée. Maria embrassa sa sœur et lui dit « Il me suffit que vous et tout ce que j'aime me rendent justice. L'opinion de ceux qui me sont indifférents, mais aussi très indifférente. Je suis sûre, Edward, que vous êtes de mon avis, car vous ne vous donnez pas grand-peine non plus pour paraître aimable envers ceux dont vous ne vous souciez pas. J'en conviens, répondit-il, et je m'en blâme. Je suis tout à fait dans le fond de la vie de votre sœur. Cette politesse générale, qui rend si agréable en société, est bien préférable à votre franchise et à ma maussaderie, je le sens. Mais il ne dépend pas de moi d'être autrement. Je suis si ridiculement timide que cela me rend souvent négligent et presque impoli, quoique je n'ai jamais l'intention d'offenser personne. Je crois que j'étais destinée par la nature à la vie simple et retirée, tant je suis mal à l'aise dans le grand monde. Maria ne peut pas donner sa timidité pour excuse, dit Elinor. Elle connaît trop bien ses avantages pour être timide, répliqua Edward. La timidité est toujours l'effet du sentiment de son infériorité. Si je pouvais me persuader que mes manières sont aisées et gracieuses, je ne serais pas timide. Vous seriez toujours réservée, dit Maria, et c'est encore pis. Réservée ? Maria, dit-il, qu'entendez-vous par là ? Caché, mystérieux, si vous l'aimez mieux, renfermant vos sentiments en vous-même. Je ne vous entends pas davantage, dit-il en rougissant. Caché, mystérieux, en quelle manière ? Qu'ai-je donc à confier ? Pouvez-vous supposer ? Je ne suppose rien, monsieur, dit Maria dédaigneusement. L'émotion d'Edward n'échappa point à Elinor. Elle en fut surprise, mais s'efforça de rire de cette attaque. « Ne connaissez-vous pas assez ma sœur, lui dit-elle, pour comprendre ce qu'elle vient de dire ? Ne savez-vous pas qu'elle appelle être réservée lorsqu'on n'est pas toujours dans l'enthousiasme et le ravissement ?» Edward ne répondit rien, mais il redevint sérieux, occupé, et resta quelque temps absorbé dans ses pensées. Chapitre 18. Elinor vit avec une grande inquiétude l'abattement de son ami. Sa visite ne put lui procurer une satisfaction complète, puisque lui-même ne paraissait pas en éprouver. Il était évident qu'il avait une peine secrète au fond de l'âme. Elle aurait voulu du moins voir aussi clairement qu'il conservait pour elle cette tendre affection qu'elle croyait lui avoir inspirée. Mais actuellement, rien ne lui paraissait plus incertain, et l'extrême réserve de ses manières contredisait un jour ce qu'un regard plus animé, une inflexion de voix plus tendre, lui avait fait espérer la veille. Il les joignit, elle et Maria, le lendemain au déjeuner, avant que les deux autres dames ne fussent descendues. Maria, persuadée que plus il était silencieux, en général, plus il désirait être seul avec Elinor, les quitta sous quelque prétexte. Mais avant qu'elle fût à la moitié des escaliers, elle entendit ouvrir la porte de la chambre. Curieuse, elle se retourne et à son grand étonnement, elle vit Edward prêt à sortir de la maison. Elle ne put retenir un cri de surprise. « Bon Dieu, où allez-vous donc ?» lui cria-t-elle. « Comme vous n'êtes pas encore rassemblés pour le déjeuner, je vais voir mes chevaux au village et je reviendrai bientôt. » Maria leva les yeux au ciel et rentra près d'Elinor. Elle la trouva debout devant la fenêtre. Si Maria l'eût bien regardée, peut-être aurait-elle surpris quelques larmes de ses yeux, mais elles rentrèrent bientôt en dedans.
et le déjeuner fut préparé comme à l'ordinaire. Édouard revint avec assez d'admiration de la contrée pour se raccommoder un peu avec Maria. Dans sa course au village, il avait vu plusieurs parties de la vallée à leur avantage, et le village lui-même, situé plus haut que la chaumière, présentait un point de vue qui l'avait enchanté. C'était un de ces sujets de conversation qui électrisait toujours Maria. Elle commença à décrire avec feu sa propre admiration et à dépeindre avec un détail minutieux chaque objet qui l'avait particulièrement frappé quand Édouard l'interrompit. « N'allez pas trop loin, Maria, lui dit-il. Rappelez-vous que je n'entends rien de pittoresque et que je vous ai souvent blessé malgré moi par mon ignorance de ce qu'il faut admirer. Je suis très capable d'appeler montueuse et pénible une colline que je devrais nommer hardie et majestueuse, raboteux ce qui doit être irrégulier, ou d'oublier qu'un lointain que je ne vois pas est voilé par une brume. Il faudrait apprendre la langue de l'enthousiasme, et j'avoue que je l'ignore. Soyez contente de l'admiration que je puis donner. Je trouve que c'est un très beau pays. Les collines sont bien découpées, les bois me semblent pleins de beaux arbres, les vallées sont agréablement situées, embellies de riches prairies, et de plusieurs jolies fermes répandues çà et là. Il répond exactement à toutes mes idées d'un beau pays, puisqu'il unit la beauté avec l'utilité, et j'ose dire aussi qu'il est très pittoresque, puisque vous l'admirez. Je puis croire aisément qu'il est plein de rocs mousseux, de bosquets épais, de petits ruisseaux murmurants, mais tout cela est perdu pour moi. Vous savez que je n'ai rien de pittoresque dans mes goûts. Je crains que ce ne soit que trop vrai, dit Maria. Mais pourquoi voulez-vous vous en glorifier? J'ai peur, dit Elinor, que pour éviter un genre d'affectation, Édouard ne tombe dans un autre, parce qu'il a vu quelques personnes prétendre à l'admiration de la belle nature bien au-dessus de ce qu'elle sentait. Dégoûté de cette prétention, il donne dans l'excès contraire, et il affecte plus d'indifférence pour ces objets qu'il n'en a réellement. Je n'ai, je vous assure, nulle prétention à l'indifférence pour les vraies beautés de la nature. Je les aime et je les admire, mais non pas peut-être d'après les règles pittoresques. Je préfère un bel arbre bien grand, bien droit, bien formé, à un vieux tronc tordu, penché, rabougri, couvert de plantes parasites. J'ai plus de plaisir à voir une ferme en bon état qu'à voir une ruine ou une vieille tour. Maria regarda Édouard avec mépris et sa sœur avec compassion. La conversation tomba. Maria demeura pensive et silencieuse jusqu'à ce qu'un nouvel objet réveillât son attention. Elle était assise près d'Édouard, et celui-ci, prenant sa tasse de thé, passa sa main si directement devant elle qu'elle ne put s'empêcher de remarquer à son doigt un anneau avec une natte de cheveux. « Je ne vous ai jamais vu porter de bague, Édouard, lui dit-elle. « Montrez-moi celle-là. Sont-ce des cheveux de Fanny? Je me rappelle qu'elle vous en avait promis. Ses cheveux me paraissaient plus foncés, ce n'est pas d'elle. » Maria, comme à son ordinaire, avait parlé sans réfléchir. Mais quand elle vit combien elle avait fait de peine à Édouard, elle fut plus fâchée que lui-même de son étourderie. Il rougit jusqu'au blanc des yeux, jeta un regard rapide sur Elinor et dit enfin « Oui, ce sont des cheveux de ma sœur. Le travail change toujours les nuances. » Elinor avait rencontré son regard. Il pénétra au fond de son âme. Ce seul regard lui avait dit que ses cheveux étaient les siens. Maria en était toute persuadée. La seule différence, c'est qu'elle croyait que c'était un don d'Elinor, et que celle-ci, qui savait en conscience qu'elle ne lui avait point donné de ses cheveux, crut qu'il s'en était procuré par quelque moyen inconnu, ou qu'il les avait coupés par derrière sans qu'elle s'en fût aperçue, lorsqu'elle l'avait quitté Norland. La couleur était bien la même, et la rougeur et le regard d'Édouard avaient porté dans son cœur cette douce conviction. Elle était bien loin de lui en vouloir, et n'ayant plus l'air d'y faire attention, elle parla d'autre chose. L'embarras d'Édouard dura quelque temps, et finit par une tristesse encore plus marquée, et qui dura la matinée entière. Maria se reprocha vivement ce qui lui était échappé. Elle aurait été plus indulgente pour elle-même si elle avait pu savoir combien peu sa sœur était offensée et le plaisir secret qu'elle lui avait procuré. Dans le milieu du jour, on eut la visite de Sir George et de Madame Jennings, qui, ayant entendu dire qu'un gentilhomme était arrivé à la chaumière, venait savoir qui c'était.
Avec le secours de sa belle-mère, Sir George ne fut pas longtemps à découvrir que le nom d'Edward Ferrars commençait par un E et un F et que c'était l'amoureux d'Elinor dont la petite Emma avait parlé. Cette découverte aurait valu beaucoup de railleries à la pauvre Elinor si la présence d'Edward, qu'il connaissait aussi peu, ne les avait pas retenus. Mais ni les coups d'œil significatifs, ni les sourires malins ne lui furent épargnés. Sir George ne venait jamais chez les Dashwood sans les inviter à prendre le thé au parc dans la soirée ou à dîner le lendemain. Cette fois, en l'honneur du nouveau venu, qu'il était fier de contribuer à amuser, l'invitation fut pour le soir et pour le lendemain. « Venez tous prendre le thé avec nous ce soir, dit-il. Nous sommes tout à fait seuls. Mais demain, nous avons beaucoup de monde et il faut absolument dîner au parc. » Madame Jennings les pressa d'accepter. « On dansera dans la soirée, dit-elle, et cela doit tenter Miss Maria. »« Danser » s'écria-t-elle. « Impossible. Qui peut penser à danser ?»« Qui ? Vous-même, ma belle, et la petite Emma, et les Carré, et les Whittailers. Comment, ma chère, vous pensez de bonne foi que personne ne peut danser parce que quelqu'un que je ne nomme pas est parti ? Je voudrais de toute mon âme, dit Sir George, que Willoughby fût encore avec nous. » Ces mots et la rougeur de Maria donnèrent de nouveaux soupçons à Edward. « Qui donc est-ce ? Qui donc est-ce Willoughby ?» demanda-t-il à voix basse à Elinor, près de qui il était assis. Elle le lui en dit en peu de mots, mais la contenance et la physionomie de Maria parlaient plus clairement. Edward en vit assez pour comprendre ce qui en était, et quand les visiteurs furent partis, il s'approcha d'elle et lui dit à demi-voix : « J'ai deviné. Dois-je vous dire ce que j'ai deviné ? » ?»« Quoi donc ? Qu'attendez-vous ? » ?»« Dois-je le dire ? » ?»« Certainement. » »« Eh bien, j'ai deviné que M. Willoughby chasse. » Maria fut surprise et confuse. Cependant, elle ne put s'empêcher de rire de sa douce et fine raillerie, et après un moment de silence, elle lui dit : « Oh, Edward, comment pouvez-vous ? Mais le temps viendra où j'oserai. Je suis sûre que vous l'aimerez. »« Je n'en doute pas, » répondit-il avec amitié. Cet aveu naïf de Maria l'avait touché, et il croyait qu'il y avait une plaisanterie établie sur elle et sur Willoughby sans conséquence, et que Maria s'en défendrait ou plaisanterait elle-même. Mais elle avait répondu tout autrement qu'il ne s'y attendait, et il sentit que c'était plus sérieux qu'il ne l'avait cru. Chapitre 19. Edward passa une semaine à la chaumière. Il fut vivement pressé par Madame Dashwood d'y rester plus longtemps, mais on aurait dit qu'il était décidé à se mortifier lui-même. Il prit tout à coup la résolution de quitter ses amis au moment où il se sentait le plus le bonheur de les revoir. Son humeur dans les derniers jours, quoique toujours inégale, était cependant beaucoup plus agréable. Il paraissait chaque jour plus content de l'habitation et des environs. Il ne parlait jamais de son départ qu'avec un soupir. Il avouait que rien ne le rappelait ailleurs. Il était même incertain où il irait en les quittant. Mais cependant, il voulait partir. Jamais, disait-il, aucune semaine de sa vie ne lui avait paru plus courte. Jamais il n'avait été plus complètement heureux. Ses paroles, ses regards, des attentions légères, mais qui de sa part disaient beaucoup, tout devait rassurer Elinor sur ses sentiments. Mais cependant, sa conduite devait la surprendre. Libre de prolonger son séjour auprès d'elle ? Pourquoi cette obstination de partir ? Il n'avait aucun plaisir à Norland. Il détestait Londres, et il voulait aller à Norland ou à Londres. Il appréciait leur bonté, leur amitié au-delà de tout. Son plus grand bonheur était à en jouir, et cependant, il voulait les quitter à la fin de la semaine, malgré elle et malgré lui, et sans avoir rien à faire qui fût un obstacle à leur désir mutuel. Mais Elinor n'était ni susceptible ni défiante. Elle mit sur le compte de Madame Ferrars tout ce qui l'étonnait dans la conduite de son fils. Il était heureux qu'Edward eût une mère dont le caractère lui était si peu connu qu'il pouvait servir d'excuse pour tout ce qui paraissait étrange dans la manière d'être d'Edward. Sa réserve, sa froideur, ses inégalités, son départ, tout fut mis sur le compte de cette mère. Elle en estima davantage son ami de ne pas lui résister ouvertement, et d'attendre en silence le moment où il serait maître de déclarer ses sentiments et ses intentions. Elle ne craignait pas de grandes difficultés de la part d'une famille déjà alliée à la sienne. Elle aurait bien sûrement l'appui de son frère, et sa belle-sœur même n'oserait pas faire autrement que son mari.
Edward était assez riche pour n'écouter que le choix de son cœur en se donnant une compagne, lorsqu'à tout autre égard ce choix était honorable. Si madame Ferrars avait l'air de s'y opposer, c'était moins par rapport à elle que pour tenir son fils dans sa dépendance, tant qu'elle en avait le droit. Et sans doute, il jugeait plus sage et plus prudent de ne pas la heurter encore, de temporiser avec elle, et par sa condescendance actuelle de mériter la sienne quand le moment serait arrivé. Ainsi rassurée sur sa conduite, Elinor chercha et trouva la consolation de son départ dans le souvenir de chaque preuve de son affection, de chaque regard pendant cette semaine si vite écoulée, et surtout de cet anneau qu'il portait à son doigt, et qui, plus que le reste encore, l'assurait de sa constance. Quand il lui serait resté quelques doutes, ils se seraient tous évanouis au moment de son départ. Il était l'image vivante de la tristesse et des regrets. À peine pouvait-il retenir ses larmes. Il ne pouvait cacher combien son cœur était oppressé. Maria fut enfin contente de lui, et lui exprima aussi, à sa manière animée, ses regrets de le voir partir. Elinor avait assez à faire à garder bonne contenance, et madame Dashwood essayait de remonter un peu son futur gendre. « Vous êtes mélancolique, mon cher Edward, lui disait-elle. Sans doute il est toujours triste de se séparer de ses amis, mais il n'y a d'ailleurs nulle circonstance affligeante. Vous pouvez revenir quand vous le voudrez, et nous désirons tous que ce soit bientôt, n'est-ce pas, Elinor? Vous êtes à tout égard un heureux jeune homme. Il ne vous manque qu'un peu de patience, ou, si vous voulez lui donner un nom plus doux, de l'espoir. Votre mère vous gêne peut-être un peu dans ce moment, mais enfin, celui de votre indépendance viendra bientôt. Madame Ferrars assurera votre bonheur, c'est son devoir, et sans doute sa volonté. Je ne suis pas né pour le bonheur, dit-il en secouant la tête tristement. C'était le moment du départ. Sa tristesse augmenta la peine que chacune en ressentait, et laissa surtout une forte impression dans l'âme d'Elinor. Mais elle était déterminée à la surmonter. Elle employa toutes les forces dont elle était capable à cacher ce qu'elle souffrait. Elle n'adopta pas la méthode dont Maria s'était servie avec tant de succès, dans une occasion semblable, pour augmenter et fixer son chagrin, par le silence, la solitude, l'oisiveté. Dès qu'Edward fut parti, Elinor se mit à son dessin, et employa utilement et agréablement la journée, sans chercher à parler de lui, et sans éviter d'en parler, prenant intérêt à tout ce qui se disait. Si par cette sage conduite elle ne diminua pas ses peines, elle prévint au moins qu'elles ne s'augmentassent inutilement, et sa mère et ses sœurs n'eurent aucune inquiétude sur son compte. Sans se séparer de sa famille, sans les quitter pour se promener seule, sans passer ses nuits blanches, Elinor trouvait encore fort bien le temps de s'occuper d'Edward et de sa conduite, avec les variations de la disposition de son âme, avec tendresse, pitié, blâme, approbation, confiance, doute, etc., etc. Elle pouvait commander à ses actions, à sa manière extérieure, mais non pas à ses pensées. Et le passé et le futur se présentaient successivement à son imagination. Maria, qui pouvait à peine lui pardonner le calme avec lequel elle supportait l'absence d'Edward, et qu'il attribuait à une sorte d'apathie de caractère qui la rendait incapable d'éprouver une forte passion, aurait été bien étonnée si elle avait pu lire dans le cœur de sa sœur, de le trouver rempli d'un sentiment pour le moins aussi vif, et peut-être plus tendre que le sien pour Willoughby. Peu de jours après le départ d'Edward, Elinor était seule dans le salon, devant sa table à dessiner, et plongée dans ses rêveries, lorsqu'elle en fut tirée par un bruit de voix dans la petite cour verte. Elle leva les yeux vers la fenêtre et vit beaucoup de monde près de la porte. C'était Sir George, sa femme, sa belle-mère, mais il y avait de plus un monsieur et une dame qu'elle ne connaissait point. Elle était assise près de la fenêtre, et dès que Sir George l'eut aperçue, il laissa les autres frapper à la porte, et traversant le gazon, il l'obligea d'ouvrir la fenêtre pour lui parler, quoique la distance entre la fenêtre et la porte fût si petite qu'il était impossible qu'ils ne fussent pas entendus. « Eh bien, dit-il, je vous amène une visite qui vous fera plaisir, j'en suis sûre. Devinez qui ? Je ne le puis, mais chut, on nous entendra. À la bonne heure. C'est seulement mon beau-frère et ma belle-sœur Palmer. Madame Jennings a, comme vous savez, marié sa fille cadette il y a 6 mois à Monsieur Palmer, très aimable jeune homme comme vous verrez.
Charlotte est très jolie, je vous assure. Avancez un peu la tête, vous pourrez la voir. » Comme Elinor était certaine de la voir tout à son aise dans quelques minutes, sans faire une impolitesse, elle n'avança point. « Où est Maria ?» dit Sir George. « S'est-elle sauvée quand elle nous a vus ? Son piano est ouvert. Depuis que quelqu'un que je sais bien n'est plus là, elle ne peut souffrir personne. » « Non, je vous assure, j'étais seule. Je crois qu'elle se promène. » Ils furent joints par Madame Jennings, qui n'eut pas la patience d'attendre qu'on eût ouvert la porte pour causer avec sa chère Elinor. « Hey, bonjour, cher enfant, comment vous portez-vous ? Un peu triste, je présume, c'est tout simple. Et votre mère et vos sœurs ? C'est mal à elle de vous laisser ainsi à vos regrets, mais nous voici pour vous distraire. Je vous amène ma fille cadette et mon fils Palmer. Vous en serez charmés. Ce n'est pas pour la vanter, mais c'est un vrai bijou que ma Charlotte. Ils sont arrivés hier soir, au moment où nous les attendions le moins. Nous étions à prendre le thé, j'entends le bruit d'un carrosse. Jamais il ne m'entra dans l'esprit que ce fût mes enfants. Je pensais que c'était le colonel Brandon qui revenait. Je dis à Sir George, « J'entends une voiture, je parie que c'est Brandon. Il faudra bien qu'il nous conte ce qu'il est allé faire à Londres. » Sir George se lève et Elinor fut obligée de lui tourner le dos au milieu de son intéressante histoire pour recevoir le reste de la compagnie. Lady Middleton présenta sa sœur et son beau-frère. Madame Dashwood et Emma descendirent en même temps et tout le monde s'assit. On se regarda mutuellement avec curiosité, on dit quelques lieux communs. Madame Jennings rentra avec Sir George et continua son histoire. Madame Charlotte Palmer était de quelques années plus jeune que Lady Middleton et totalement différente, et pour la figure et pour les manières, quoiqu'elle fût dans le fond tout aussi insipide, mais dans un autre genre. Ce qui prouve que l'insipidité même peut varier. Elle était petite et grasse, son teint était beau, tous ses traits jolis et gracieux, et une expression de gaieté et de contentement ne l'abandonnait jamais. Sa figure n'avait ni la noblesse, ni la beauté de celle de sa sœur, mais elle était beaucoup plus prévenante. Elle entra en souriant, elle sourit tout le temps de sa visite, excepté quand elle riait, et sourit encore en s'en allant. Son mari formait avec elle un parfait contraste. C'était un homme de 25 à 26 ans, d'une assez belle figure, aussi grand et mince qu'elle était courte et ronde, aussi brun qu'elle était blanche, aussi grave et sérieux qu'elle était gaie et riante, aussi important qu'elle était affable. Enfin, au physique et au moral, c'étaient deux êtres d'une nature différente. Il entra dans la chambre d'un air assez dédaigneux, salua légèrement les dames, sans dire un seul mot, s'assit auprès d'une table, jeta un regard rapide sur elle et sur l'appartement, prit un papier nouvelle qui était sur la table et le parcourut tout le temps de la visite. Madame Palmer, au contraire, fut à peine assise que son admiration pour tout ce qu'elle voyait éclata. « Ah, mesdames, quelle délicieuse habitation! Que ce salon est commode et bien arrangé! Voyez, maman, combien tout ceci est embelli depuis que je ne l'ai vu. J'ai toujours trouvé le site délicieux, mais vous en avez fait tout ce qu'il y a de plus charmant. Vous ne m'aviez pas dit, ma sœur, avec quel goût tout ceci est arrangé. Ah, comment j'aimerais avoir une maison comme celle-ci. Cela n'est-il pas possible, mon cher amour ? » Monsieur Palmer ne répondit rien et ne leva pas les yeux de dessus le papier qu'il tenait. « C'est à vous que je parle, mon amour. » Même silence. « Monsieur Palmer ne veut pas m'entendre, dit-elle en riant. Cela lui arrive souvent. Il est si drôle quelquefois, monsieur Palmer. C'est qu'il a beaucoup d'esprit, et il est absorbé dans ses pensées. » Elle rit encore. Madame Dashwood les regarda tous deux d'un air étonné. Madame Jennings, de son côté, achevait l'histoire de sa surprise de la veille, et ne la finit que lorsqu'il n'eut plus rien à dire. Madame Palmer rit aux éclats de l'étonnement qu'on avait eu au parc, en les voyant arriver, et Lady Middleton prit sur elle de dire bien froidement que c'était une agréable surprise. « Vous pouvez penser combien j'étais charmée de les voir, » reprit Madame Jennings. « Mais, ajouta-t-elle en se penchant vers Elinor, j'étais fâchée qu'ils eussent fait un si long voyage, car ils sont venus de Londres tout d'une traite, et une jeune mariée, vous comprenez. Il y avait du danger dans sa situation. Je voulais au moins qu'elle se reposât tout le jour. Mais retenez ces jeunes femmes. Elle a absolument voulu venir avec nous. Elle languissait de vous voir. » Madame Palmer rit, baissa les yeux, dit que ce qui faisait plaisir n'était jamais dangereux. « Elle n'entend rien encore à cela, » reprit sa mère. « Une première grossesse, vous comprenez. Elle doit, je pense, accoucher en février. »
Lady Middleton, excédée d'une conversation aussi triviale, l'interrompit pour demander à M. Palmer s'il y avait quelque chose de nouveau dans les papiers. « Rien du tout, madame. Ennuyeux à périr. » Et il continua de les lire. « Ah, je vois venir la belle Maria, » dit Sir George. « Je vous conseille de cesser votre lecture, Palmer, si vous voulez voir une des plus belles personnes que vous ayez jamais vues. » Il alla au-devant d'elle dans l'entrée, la prit par la main et la fit entrer. À peine eut-elle paru que Madame Jennings lui demanda si elle venait d'Altonham. Madame Palmer éclata de rire à cette question et prouva par là qu'elle la comprenait. Monsieur Palmer se leva, la regarda pendant quelques minutes, puis se rassit et reprit son papier nouvelle. Madame Palmer ne se rassit pas. Elle alla examiner les dessins qui garnissaient les murs et son déluge d'admiration recommença. « Ah, que c'est beau, que c'est délicieux! Regardez donc, maman, je n'ai jamais rien vu de si charmant. Je serais toute une journée à les regarder. » Après en avoir vu un ou deux, elle se rassit, sans penser qu'il y en avait encore une douzaine. Bientôt après, Lady Middleton donna le signal du départ. Alors, M. Palmer se leva d'un air important, posa le papier, étendit les bras en bâillant et regarda avec distraction autour de lui. « Avez-vous dormi, mon amour ?» lui dit sa femme en riant. « On dirait que vous vous réveillez. » Il ne fit aucune réponse, et après avoir examiné la chambre, il observa judicieusement qu'elle était trop basse et que le plafond était voûté. Ce sont les seuls mots qu'il prononça. Il salua comme en entrant et sortit avec les autres. Sir George avait été très pressant pour que les habitantes de la chaumière vinssent passer toute la journée le lendemain au parc. Madame Dashwood avait là-dessus sa petite fierté et ne se souciait pas de dîner au parc plus souvent qu'on ne dînait à la chaumière. Elle refusa donc absolument pour elle et laissa ses filles maîtresses de faire ce qui leur ferait plaisir. Mais elle n'avait plus de curiosité de voir rire Madame Palmer, bâiller son mari et d'entendre les éternelles histoires de Madame Jennings. Elles essayèrent aussi de s'en dispenser. Le temps était incertain, elles ne voulaient pas quitter leur mère. Sir George avait réponse à tout et ne voulut entendre aucune excuse. Miss Emma resterait, il enverrait son carrosse. Mesdames Jennings et Palmer se joignirent à ses supplications. Lady Middleton même les pressa de venir. Ils avaient tous l'air de craindre également de rester en famille. Elles furent obligées de céder. « Ils sont persécutants, » dit Maria lorsqu'ils furent partis. « Le loyer de la chaumière est bas, mais en vérité, nous payons trop cher encore. S'il faut aller amuser tous ceux qui viennent chez eux, ou leur mener tous ceux qui viennent chez nous. Ils pourraient avoir telle visite que vous seriez bien aise de voir, » dit Elinor. « Et nous ne pouvons reconnaître leur bonté pour nous que par notre complaisance. » Chapitre 20. Le lendemain, il pleuvait des torrents. Elinor et Maria espéraient que ce temps les dispenserait du dîner au parc. Mais de très bonne heure arriva l'équipage de Sir George. Il fallut bien aller. Toutes les deux auraient mieux aimé rester à leurs occupations et à leurs pensées habituelles. À peine furent-elles entrées au salon que la petite Madame Palmer, aussi joyeuse que la veille, vint à elles les bras ouverts comme si elles eussent été amies intimes. Et riant aux éclats, elle leur expliqua de sa manière affable et triviale sa joie de les revoir. Elle s'assit entre elles deux, et leur prenant à chacune une main, « Que je suis enchantée que vous soyez venus, leur dit-elle. J'en désespérais quand j'ai vu ce temps, et puis je pensais que c'était une raison de plus pour ne pas rester seule chez soi à regarder tomber la pluie. À votre âge, le temps ne fait rien quand il s'agit de s'amuser. Et nous nous amuserons beaucoup. Il aurait été bien cruel que vous ne fussiez pas venus, car nous repartons demain, à ce que M. Palmer vient de me dire. Je croyais rester au moins 4 jours, et j'en étais charmée. Je ne me doutais pas de ce voyage-ci. M. Palmer me dit tout à coup l'autre matin, « Charlotte, je vais à Barton. Voulez-vous y venir ?» Il est si drôle, M. Palmer. Jamais il ne me dit rien qu'au moment même. Ce matin, il m'a dit en se levant, « Charlotte, nous repartons demain. » Vous ne sauriez croire combien il est enchanté d'avoir fait votre connaissance. Moi, je suis désolée de vous quitter déjà, mais nous nous retrouvons cet hiver à Londres. Et sa désolation s'exprima par un éclat de rire. Mesdemoiselles Dashwood lui dirent qu'elle n'irait sûrement pas à la ville. « Ne pas venir à la ville ? Rester à la campagne après Noël ? Mais c'est impossible, il faut absolument y venir. Je vous arrêterai une charmante maison, tout près de la nôtre, au Hanover Square. Je vous servirai de chaperon partout où vous voudrez aller quand votre maman voudra rester.
Vous savez que les femmes mariées ont ce privilège. » Et un éclat de rire suivit cette remarque. Elles la remercièrent et répétèrent leur intention positive de ne point aller à Londres. M. Palmer entra avec sa mine importante et renfrognée. « Ah, mon amour, lui dit sa femme, venez vous joindre à moi pour persuader à ces dames d'aller cet hiver à Londres. On ne peut rien vous refuser. » Son amour ne fit aucune réponse, salua légèrement. Puis allant à la fenêtre, il regarda les nuages en étendant les bras et bâillant. « Quel horrible temps, dit-il. Il fait paraître tout insupportable. La pluie à cet excès est aussi ennuyeuse en dedans qu'en dehors. Aussi pourquoi, diable, Sir George n'a-t-il pas un billard dans sa maison? Que veut-il qu'on fasse chez lui quand il pleut? À quoi veut-il qu'on s'amuse? Combien peu de gens savent s'arranger chez eux? Sir George est aussi désagréable que le temps. » Il s'enfonça dans un fauteuil avec l'air de très mauvaise humeur. Le reste de la compagnie entra. « Je crains, mademoiselle Maria, lui dit Sir George, que vous n'ayez pas pu faire aujourd'hui votre pèlerinage à Altenham. » Elle prit un air de dignité et ne répondit rien. « Ah, ne soyez pas si mystérieuse avec nous, chère Maria, dit madame Palmer. Nous savons tout, je vous assure, et j'admire votre bon goût, car il est très bel homme. Notre terre n'est pas très loin de la sienne, pas plus de 9 milles, je crois. »« Beaucoup plus de 30, dit son mari. »« Oh bien, c'est à peu près de même. Je n'ai jamais vu sa maison, mais on dit qu'elle est très jolie. »« C'est la plus laide et la plus abominable maison que j'ai vue en ma vie, dit M. Palmer. » Maria garda le silence, mais toute sa contenance trahissait l'intérêt qu'elle prenait à cet entretien. « Mon amour, dit madame Palmer en riant, vous êtes en humeur de contredire aujourd'hui. »« Aujourd'hui comme toujours, répondit-il, quand on dit devant moi des bêtises ou des faussetés. » Charlotte éclata de rire. Il était impossible d'avoir une gaieté plus soutenue, d'être plus décidée en dépit de tout, de se trouver parfaitement heureuse. L'indifférence étudiée de son mari, son insolence, son mécontentement, son dédain ne lui donnaient aucun chagrin. Plus il était dur avec elle, plus elle riait de bon cœur. « Monsieur Palmer est si plaisant, disait-elle à voix basse à Elinor. Il est toujours de mauvaise humeur. » Certainement, il ne se montrait pas d'une manière aimable, mais sous cette apparence rude et grossière, Elinor, dont le tact était parfait pour démêler le fond des caractères, crut remarquer par plusieurs petites observations qu'il n'était ni aussi rude, ni aussi mal élevé qu'il voulait le paraître. Son caractère s'était peut-être aigri en découvrant, après quelques mois de mariage, qu'il était enchaîné pour la vie avec une femme assez jolie, très bon enfant, mais n'ayant pas une idée, et niaise dans toute l'étendue du terme. Son rire éternel finissait par l'impatienter à ne pouvoir le cacher. Il avait de plus cet amour-propre qu'on retrouve chez plusieurs hommes, et souvent même à côté de l'esprit, quoiqu'il n'en soit pas une preuve, et qui lui persuadait qu'il était très supérieur à la plupart de ceux qu'il rencontrait. Sa supériorité sur sa femme était trop décidée pour qu'on pût la contester. Il s'accoutuma bientôt à l'étendre sur tous ceux qu'il voyait, et c'est là ce qui produisait cet air de dédain et d'ennui de tout qu'il portait dans le monde. Il croyait se distinguer par là des autres hommes, et c'était son plus ardent désir. Mais Elinor n'en fut pas moins convaincue que s'il pouvait consentir à se laisser aller à son naturel, il pourrait être fort aimable. Elle sentit déjà qu'elle préférait l'inégalité de son humeur, qui n'était pas sans originalité, à la bonne humeur de sa femme, à ses éclats de rire sans sujet, qui revenaient à chaque instant, à son ton commun et à son manque total d'esprit et de tact. « Oh, mes chères Miss Dashwood, leur dit-elle après quelques moments, il me vient une charmante pensée. Il faut absolument que vous veniez passer quelque temps chez moi à Cleveland, aux fêtes de Noël. Vous savez bien, ma chère Maria, que nous sommes voisins de Hautecombe. Cela sera délicieux. Vous y serez si heureuse, et moi aussi de vous y voir. Mon amour, ne désirez-vous pas beaucoup d'avoir les dames Dashwood à Cleveland ?»« Certainement, répliqua-t-il d'un ton ironique. Je n'avais pas d'autre vue en venant à Barton. »« Vous voyez à présent, dit Charlotte, que M. Palmer compte sur vous. Ainsi, vous ne pouvez refuser. » Toutes les deux prouvèrent qu'elles le pouvaient et refusèrent décidément. Charlotte en parut très surprise. « Je ne comprends pas, dit-elle, qu'on puisse refuser quelque chose à M. Palmer. Ne le trouvez-vous pas l'homme du monde le plus aimable ?» dit-elle bas à Elinor. « Il est quelquefois des jours entiers sans me parler, mais avec vous ce ne sera pas ainsi.
Vous lui plaisez beaucoup, je vous assure, et il sera tout à fait de mauvaise humeur si vous ne venez pas à Cleveland. Je ne comprends pas quelle objection vous pouvez faire. Une seule, dit Elinor. C'est que cela ne se peut pas, et pour éviter de nouvelles persécutions, elle changea de sujet. Elle avait envie de savoir quelques particularités sur Willoughby, sur son caractère, sur son genre de vie. Madame Palmer étant sa voisine de campagne, et aimant beaucoup à causer, pouvait lui donner des détails qui l'intéresseraient relativement à Maria. Elle lui demanda donc si M. Willoughby venait souvent à Cleveland, et s'il le connaissait particulièrement. « Oh mon Dieu, oui, je le connais extrêmement, » dit Madame Palmer. « Il est vrai que je ne lui ai jamais parlé, mais je suis sûre que je le reconnaîtrai entre mille. Il est si beau! Je l'ai rencontré quelquefois à Londres. Je me suis aussi trouvée une fois ici quand il était à Altenham. »« Ah non, je me rappelle que c'était maman qui l'avait vu et qui m'en a parlé. » Nous l'aurions sûrement vu très souvent à Cleveland, mais il vient très peu à Hautecombe, je crois. Et puis M. Palmer ne lui a jamais fait de visite, parce qu'il est de l'opposition. Vous voyez que je le connais très bien, et je sais bien aussi pourquoi vous vous informez de lui. C'est qu'il doit épouser votre sœur. J'en suis transportée de joie, elle sera ma voisine, et nous nous verrons tous les jours. Je vous assure, dit Elinor, que vous en savez plus que moi là-dessus. Qui donc vous a parlé de ce projet de mariage? Qui? Tout le monde. Je n'ai pas entendu autre chose en passant à Londres. À Londres? C'est impossible, ma chère dame. Sur mon honneur, rien n'est plus vrai. Je rencontrai le colonel Brandon lundi matin à Ben Street, comme nous allions partir, et il me le dit positivement. Vous me surprenez beaucoup. Le colonel Brandon vous l'a dit? Sûrement vous vous êtes trompé. Lors même que ce serait vrai, je ne puis croire que le colonel Brandon l'ait dit à quelqu'un qui n'y prenait nul intérêt. Mais je vous assure qu'il me l'a dit. Tenez, je vais vous conter tout ce qui s'est passé à cette occasion. Quand nous nous rencontrâmes, il nous aborda et nous commençâmes à parler de notre voyage à Barton et de choses et d'autres. Enfin, je lui dis « Maman m'écrit, colonel, qu'il y a une nouvelle famille à la Chaumière, des demoiselles excessivement jolies. Je dis ainsi en vérité et que la plus jolie des trois doit épouser M. Willoughby de Hautecombe. Est-ce vrai? Je vous en prie, colonel. Vous devez le savoir puisque vous avez été dernièrement en Devonshire. » Et qu'est-ce que vous répondit le colonel? Oh, rien, presque rien. Mais il devint rouge et puis pâle. J'ai bien vu cela. C'est comme s'il avait dit que c'était bien vrai, et de ce moment j'en ai été certaine. Comme ce sera délicieux! Ce mariage aura-t-il lieu bientôt? Elinor dédaigna de répondre. Monsieur Brandon se portait bien, j'espère, dit-elle après un moment de silence. Oh oui, très bien. Et il était si plein de vos mérites que je ne sais ce qu'il ne m'a pas dit de vous. Je suis bien flattée de son suffrage. Il me paraît un excellent homme, et il me plaît beaucoup. Et à moi aussi, je vous assure. C'est un charmant homme que le colonel Brandon. C'est seulement grand dommage qu'il soit si sombre et si ennuyeux. Maman dit qu'il était aussi amoureux de votre sœur. Moi, je ne puis le croire. Il est si grave. Je ne l'ai jamais vu amoureux de personne. Est-ce que M. Willoughby est répandu dans la bonne société de Somersetshire? Dit encore Elinor. Oh oui, très répandu. Je ne crois pas cependant que beaucoup de gens le connaissent. Hautecombe est si loin et il y est si peu. Mais on le trouve très agréable, je vous assure. Personne n'est plus aimé que lui de toutes les femmes. Vous pouvez le dire à votre sœur. Elle est bien heureuse d'avoir fait sa connaissance. Il est si riche. Au reste, elle est très belle aussi, et rien n'est trop beau pour elle. Cependant, je vous assure que je vous trouve, moi, presque aussi jolie qu'elle, et M. Palmer aussi, car il disait hier au soir qu'il ne pouvait pas vous distinguer. Quant à moi, je vous admire beaucoup toutes deux. Je suis charmée d'avoir fait votre connaissance, et j'espère vous revoir souvent. Il me vient une charmante pensée. Il faut à présent que vous épousiez le colonel Brandon, ne le voulez-vous pas? Cela peut fort bien aller à présent. Et Elinor ne put s'empêcher de rire. Pourquoi à présent? Demanda-t-elle. Pourquoi? Ah, je sais bien pourquoi je dis cela, et je veux bien vous le dire. C'est qu'à présent je suis mariée. Voyez, c'est l'intime ami de mon beau-frère. Sir George et maman s'étaient mis dans la tête qu'ils devaient m'épouser. Ma sœur aussi le désirait beaucoup. C'était une affaire arrangée, mais le colonel n'en parla point. Sans quoi on nous aurait mariés immédiatement. Maman dit cependant que j'étais trop jeune, et aussitôt après, M. Palmer me fit la cour, et je l'aime beaucoup mieux. Il est si drôle, M. Palmer. C'est justement le mari qu'il me fallait pour être heureuse.
Elinor cessa l'entretien sans avoir rien appris de ce qu'elle voulait savoir, et fatiguée de tout ce qu'elle avait entendu. Fin du premier volume. Je viens de finir les 6 derniers chapitres, donc le 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ça fait bien 6, ce coup-ci j'ai compté sur mes doigts. Non mais les éditions c'est pas facile. Je vous avoue déjà que j'ai un petit peu triché parce que hier j'ai regardé une partie du film Raison et Sentiment qui est avec, il me semble, Emma Thompson, Hugh Grant et le numéro complémentaire, c'est Kate Winslet. Donc j'ai toujours un accent si épouvantable en anglais. Je l'ai pas vu entièrement parce que je l'ai lancé, il était tard. Du coup, j'avais pas envie de me coucher. Je me suis déjà couchée trop tard. Mais ça permettait de voir un peu en mouvement, en fait. Je pense que c'est un type de livre où il y a besoin d'un appui visuel. Donc l'adaptation ou les adaptations sont hyper intéressantes dans ce cas-là. Je dis pas que Jane Austen n'est pas suffisamment descriptive dans ce qu'elle décrit justement des personnages, des paysages, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à du théâtre en fait, parce que il va y avoir des bons pavés, une alternance de bons pavés de description ou de monologues intérieurs. Et après, on va partir sur des pavés de dialogue. Et donc, comme je vous le disais, je pense que ma version numérique de Raison et Sensibilité n'est pas d'une super qualité. Et des fois, j'ai dans un même paragraphe plusieurs dialogues qui se suivent. Ce qui fait que des fois, j'ai un peu du mal à capter qui c'est qui parle. Mais donc, le fait d'avoir commencé à regarder ce film-là et de continuer cette lecture surtout, ça me fait dire qu'elles sont quand même bien gentilles, les Dashwood. Donc, je me méfie toujours autant de Willoughby. Willoughby, il est parti rapidement, sans donner d'explication. Maria, du coup, ça lui a fait mal, quoi. Donc, elle était malheureuse. Et la maman aussi malheureuse, où j'ai l'impression qu'en fait bon après elle va mieux là, Maria, mais on sent que c'est pas évident. Et j'avais oublié justement que Elinor avait un coup de cœur pour Edward Ferrars. Je pensais que c'était au début Maria. Enfin pas Maria qui avait un coup de cœur, mais Edward Ferrars qui avait un coup de cœur sur elle. Une espèce de petit triangle amoureux comme ça. Où j'avais un peu crispé parce que je me suis dit les triangles amoureux c'est hyper chiant. Faudrait que j'en lise un bon. Si vous avez un bon livre avec un triangle amoureux, n'hésitez pas à le partager. Hein. Je jetterai un œil. Parce que je trouve ça intéressant. Comme c'est un trope qui est vachement éculé, je fais une petite parenthèse, hein. Mais comme c'est un trope qui est vraiment utilisé partout dans toutes les sauces, c'est souvent maladroit. Parce que je pense qu'on a vu trop donc ça gonfle. Du coup ça m'intéresserait de voir un trope avec un triangle amoureux. Donc voilà. Et oui, ce que je voulais dire aussi sur les Dashwood, c'est qu'elles sont quand même super patientes. Parce que entre Sir George, Lady Middleton, Madame Jennings qui les envahissent régulièrement, on dirait presque comme la chaumière l'aurait loué à pas très cher, elles doivent amuser la galerie. J'ai vraiment cette impression-là. Là, on a rencontré deux nouveaux personnages qui sont Charlotte Palmer et Monsieur Palmer, qui je ne crois pas que son prénom ait été nommé. Je les ai repérés dans le film, il me semble.
J'en parlerai sûrement du film, mais quand j'aurai fini tout le livre, je regarderai le film en entier, parce que je trouve qu'il est assez intéressant, parce qu'il... je fais une petite parenthèse rapide, hein, j'arrête pas de faire des parenthèses. C'est que il ne se déroule pas dans la même chronologie que le livre. Il va par moments plus vite, ou alors il y a des événements qui sont censés se passer après, qui se passent avant, etc. Après, c'est un livre qui est dense, donc je pense qu'à adapter, c'était pas évident. Mais bref, les nouveaux personnages que sont Charlotte Palmer et Monsieur Palmer, qu'est-ce qu'elle est con, elle aussi. Enfin, non mais elle est... En fait, Elinor essaye d'avoir des renseignements sur Willoughby auprès de Charlotte Palmer, qui dit oui, je connais, je l'ai déjà vu. Ah, puis non, c'est peut-être ma mère qui l'a vu, en fait, je m'en souviens plus trop. Ou... narrateur, on peut pas compter sur elle en termes de véracité. Donc, la mission d'Elinor, qui était d'en apprendre plus sur Willoughby, sur son absence, sur les raisons de son absence, et ben, mission ratée. Donc là, comme Edward Ferrars est revenu dans le paysage, qu'il a l'air assez mélancolique. Enfin, lui, pareil, il a une relation à sa maman et à sa famille qui a l'air quand même compliquée. Donc il fait un peu mal au cœur aussi parce qu'on attend de lui des choses qu'il n'a pas envie de donner parce que c'est pas son truc. Il n'a pas envie de briller, il n'a pas envie d'être sociable, de faire des fêtes folles et compagnie. Il a envie d'être peinard, c'est un hobbit. Et je pense qu'un hobbit conviendrait très bien à Elinor. Et ça peut expliquer leur... ouais, je trouve qu'il y a quelque chose entre eux. Il y a vraiment quelque chose entre eux qui est fort. Et il y a eu un petit passage aussi dans je sais plus quel chapitre que je trouvais intéressant. C'est que Jane Austen oppose beaucoup justement la raison donc la raison c'est plus du côté d'Elinor, d'Edward Ferrars, de Brandon, et la sensibilité qui est plutôt du côté de Willoughby, quoique Willoughby, j'ai toujours un doute sur son honnêteté, mais la sensibilité on est en plein dedans du côté de Maria, éventuellement d'Emma, mais c'est une gamine qui a envie de rêver, de Madame Dashwood, la maman. Et je pense qu'on est complètement dans la sensibilité du côté de Sir George, Charlotte Palmer aussi. Et en fait, en opposant la raison et la sensibilité, il y a une petite phrase qui dit que même si elle s'épanche moins, les sentiments qu'éprouve, les émotions qu'éprouve Elinor ne sont pas moindres que celles de Maria. Et je trouve que c'est important. Parce qu'au final, on a des personnages qui vont s'épancher beaucoup, qui vont beaucoup s'exprimer, etc. Mais ça ne veut pas dire du tout qu'ils ressemblent plus. Ça veut pas dire que ceux qui sont beaucoup plus discrets, plus réservés, ressentent moins, évidemment. Mais je me demande en fait si ce livre-là, Jane Austen n'essaye pas de se moquer de la littérature féminine qui existait à l'époque, donc les romances où il y avait des grands drames. Et bon, c'est une question comme ça parce que, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai envie d'être à peu près neutre pour la lecture de ce livre, de le découvrir complètement, même si j'ai un peu triché parce que j'ai vu à peu près 1h15 du film. Mais au final, je sais pas ce qu'ils vont faire tenir dans leur restante parce que il reste 3 parties dans le livre, dans l'e-book que je vous lis. Donc je sais pas dans ce qu'ils vont faire tenir là-dedans. Je vous souhaite une bonne soirée et puis on se retrouve très très bientôt pour un nouveau vlog lecture.